C'est l'heure du grand dossier. Soyez les bienvenus ce soir. La France est devenue le point de ralliement de ceux qui veulent défier Vladimir Poutine autour d'Emmanuel Macron. Le sommet des volontaires, 31 pays de l'Union européenne autour du chef de l'État donc et de l'OTAN, alliés de Kiev, déterminés à apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine en envoyant des troupes au sol face à la Russie. Jamais les alliés d'étaler aussi loin. En cette troisième année de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, nous sommes très clairement à un point de bascule. Un point de bascule. Qui s'engage, où, comment, c'est ce que nous verrons carte à l'appui avec le général Yakovlev. La France sera, avec le Royaume-Uni, leader de cette coalition et prête à partager sa dissuasion nucléaire pour protéger ses voisins. Un arsenal indispensable à l'heure où certains pays de l'Est ne croient plus en la protection de l'OTAN et pensent qu'ils se retrouveront seuls pour assurer leur défense en cas de guerre. Troupes au sol, nucléaire, la France aux commandes, c'est la question du grand dossier ce soir. Partons tout de suite à l'Elysée, retrouver Céla Bougriou avec Éric Josset. Bonsoir Céla. Emmanuel Macron a réuni ces 31 pays organisés pour assurer la défense de l'Ukraine sans les Américains. Et la France est aux commandes de cette coalition avec les Britanniques. Oui, car le renforcement de l'armée ukrainienne, c'est l'une des premières garanties de sécurité, nous a confié un proche d'Emmanuel Macron après cette conférence de presse. Une annonce qui intervient au lendemain de cette aide supplémentaire qui a été octroyée par la France, 2 milliards d'euros en tout. Le chef de l'État qui a également réaffirmé qu'il y aurait bien des forces de réassurance déployées en Ukraine en cas de paix et qui impliquerait quelques États membres puisqu'il n'y a pas d'unanimité sur cette question. Pas d'unanimité non plus sur la nécessité d'un backstop américain. Les Français se disent prêts à se déployer, y compris en l'absence de cette garantie des États-Unis. Le backstop, c'est tout simplement la garantie que les États-Unis interviendraient, là encore, si la Russie ne respectait pas ses engagements en cas de cessez-le-feu. Le chef de l'État qui a redit encore une fois qu'il était en lien permanent avec Donald Trump. Il s'est entretenu avec son homologue américain dans la foulée de son entretien avec Volodymyr Zelensky et il devrait, là encore, le tenir informé des échanges qui ont eu lieu cet après-midi avec les 31 délégations qui se sont rendues aujourd'hui à l'Elysée. Merci beaucoup Céla Bougriou avec Éric Josset depuis l'Elysée. Allons plus loin pour comprendre ce qui se joue ce soir avec nos invités. Accueillons le général Michel Yakovlev. Bonsoir, ancien vice-chef d'état-major du SHAPE, commandant de l'OTAN, commandement suprême interallié. Magali Barthès, bonsoir. Notre spécialiste des questions internationales sur LCI, Vincent Hugeux, bonsoir. Bonsoir Marielle. Grand reporter, essayiste, et Aurélien Duchesne, bonsoir. Vous êtes consultant géopolitique et défense. Première question générale, au vu de ce qui a été annoncé aujourd'hui, est-ce que cette coalition des volontaires a marqué un acte fort en mesure d'inquiéter potentiellement Poutine ? Alors, ça inquiète Poutine, même pas potentiellement, depuis le début, et d'ailleurs on le voit quand ils prennent un ton soit très énervé et menaçant, soit complètement, etc. Ça, clairement, c'est pas le genre de manœuvre qui amuse à Moscou. Mais on n'en est pas encore aux annonces, aux décisions. Faut pas non plus aller plus vite que le train. On n'y est pas encore dans cette force européenne. Mais on sait que c'est la France et le Royaume-Uni qui vont être à la tête de la coalition. La France est la plus allante, mais bon, et puis je suis pas dans le secret des états-majors et j'ai accès à rien, vous voyez ce que je veux dire. Mais pour l'instant, pour moi, tant que on n'aura pas annoncé que nous mettons tel et tel pays mettent en place en gros tel moyen à partir d'ailleurs du cessez-le-feu. Alors on n'y est pas encore, vous voyez ce que je veux dire. Donc pour l'instant, on est dans le virtuel et la France est très active, mais il n'y a aucune décision de prise. Aucune décision, y compris française. Est-ce qu'il y a une étape de plus qui a été franchie aujourd'hui, Magali ?
Il y a une étape politique d'abord, c'est la photo de famille aussi qui compte, c'est cette affirmation du soutien militaire donc de ces pays qui étaient réunis à Paris, soutien militaire réaffirmé à l'Ukraine, pas question de lever les sanctions, ça aussi on sent que du côté russe ça pousse pour essayer de desserrer l'étau sur l'économie russe, donc là il y a vraiment une réaffirmation de la fermeté. Après sur cette affaire de force, de troupes au sol, de troupes de réassurance. Même Volodymyr Zelensky le dit lors de sa conférence de presse. Il y a beaucoup de questions et peu de réponses. Parce qu'en effet, on n'en est pas encore là. Il faut d'abord un cessez-le-feu global qui soit respecté, qui débouche sur un accord de paix. Et ce n'est qu'ensuite que la France et le Royaume-Uni envisagent de déployer des hommes sur des points stratégiques déjà identifiés. Après, ce qu'annonce Emmanuel Macron, c'est qu'il va y avoir une mission franco-britannique qui va aller à Kiev pour commencer à travailler justement très concrètement sur la suite. Ce n'est pas rien. Alors pardonnez-moi, je vous sens tous très dubitatifs ce soir, et peut-être aussi vous, Vincent Hugeux, mais ça fait 3 ans, cette guerre dure maintenant depuis 3 ans. Et on a cessé de dire « Ah, la ligne rouge, ça sera l'envoi d'avions, ça sera l'envoi d'armes lourdes, l'envoi de chars, les troupes, il fallait même pas prononcer le mot. Le mot a été prononcé et on en est maintenant à parler de coalition menée par la France et le Royaume-Uni devant le monde entier pour aller en Ukraine. » Soit, mais je m'en voudrais de casser l'ambiance. Sur tout ça flotte une double incertitude. Il est bien question d'un déploiement éventuel lié à un accord de paix hypothétique. Donc, encore une fois, incertitude à double détente. J'observe que l'Élysée admet, Emmanuel Macron l'a dit explicitement, qu'il n'y a unanimité, et c'est là Bougriou, il faisait allusion à l'instant, ni sur le déploiement, notamment terrestre, on y reviendra peut-être, ni sur la nécessité d'avoir un appui américain significatif. Et enfin, dernier point, pour le moment, on entend parler de la nécessité d'instaurer, et ce qui est moralement inattaquable, une paix juste, robuste, comme on dit dans le jargon du temps, et durable, mais pour le moment, ce sont des abstractions, ce sont des concepts, c'est-à-dire que on donne, d'une certaine manière, à Vladimir Poutine, ou en tout cas on lui cède, et la responsabilité en revient avant tout à Donald Trump et son orchestre, la possibilité justement d'entraver ce dispositif. Puisque de toute façon, toutes les manœuvres dilatoires imaginables vont être déployées pour empêcher d'arriver à une paix digne de ce nom. Pour le moment, on en est à essayer de réduire à la fois le périmètre et l'agenda de la paix sur un dispositif strictement mer Noire, sur le négoce des céréales. Donc je veux dire, très bien, l'affichage de cette volonté, même si elle n'est pas unanime, est plutôt rassurante. Mais encore une fois, il y a des retards pris qui ne se rattrapent pas. Vous faisiez allusion aux Palinodi passés, et on a souvent eu l'occasion sur ce plateau à les dénoncer. Mais ce qui n'a pas été fait hier, à un moment où le rapport de force militaire était moins défavorable à l'Ukraine, ne sera pas fait demain, puisqu'on parle simplement de déployer des forces de réassurance, qui là encore est un concept assez gazeux. Et puis je vous fais observer, je terminerai là-dessus, qu'il y a plusieurs hypothèses. Il y a 10 ou 12 combinaisons. L'OSCE ou pas, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Les précédents, notamment dans cette région du monde, ne plaident pas nécessairement pour cette option. On nous parle des casques bleus onusiens, mais il y a une mission de maintien de la paix quand il y a une paix à maintenir. Et on sait que du côté ukrainien, on émet beaucoup de réserves par rapport à ce type de dispositif. On va entendre les Ukrainiens qui ont des doutes, voilà, c'est vrai. Je veux simplement mettre en perspective toute une série d'incertitudes. Comme on dit dans les enquêtes judiciaires, il y a encore beaucoup de portes à fermer. Aurélien Duchesne, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes aussi circonspect? Un peu plus optimiste, justement, parce que je dirais que, alors certes, on est en train de passer de l'ambiguïté qu'avait revendiqué le président lui-même il y a 1 an, quand il parlait d'ambiguïté stratégique, c'est qu'on n'excluait pas l'éventualité d'avoir des troupes en Ukraine. Et on n'excluait même pas l'idée que ces troupes pourraient être des troupes combattantes. C'est parce qu'on voulait absolument ouvrir la fenêtre d'Overton, histoire d'avoir l'idée qu'il y ait plutôt un débat là-dessus et de commencer à préparer les opinions publiques. Là, maintenant, on commence à exclure des scénarios du type troupes combattantes pour recentrer le faisceau des hypothèses. Par exemple, l'idée d'avoir des forces dites de réassurance. Le scénario, par exemple, on en reparlera peut-être, où il y aurait des troupes françaises ou britanniques dans de grandes villes à l'ouest de l'Ukraine. Oui, on va en parler. Il y a également le fait qu'on ait
Une autre précision qu'on peut certes considérer comme de la pure rhétorique, quand le président français dit que ce n'est pas à la Russie de décider si nous sommes disposés ou pas à envoyer des troupes, là aussi, on sort de l'ambiguïté. Mais une dernière chose sur l'ambiguïté, c'est que le cardinal de Rais disait on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Oui. Et là où ça va être à notre détriment, c'est qu'au détriment de la France, par exemple, si dans quelques mois, la question se pose de ce qu'on fait pour de bon. Si le cessez-le-feu advient dans les prochains mois et qu'on demande aux Français, vous mettez combien de troupes au sol, avec quelle logistique, avec quelle garantie, eh bien là se posera une question pour beaucoup de pays européens, ce sera est-ce qu'eux sont prêts à y aller s'il y a un nihil obstat américain ou si au contraire les Américains disent que pour eux c'est escalatoire et qu'ils ne veulent pas en entendre parler. Et puis enfin, côté français, c'est est-ce que nous on est prêts à y aller par exemple uniquement avec les Britanniques ou est-ce qu'on s'en remet à l'idée d'une coalition. Et c'est là qu'on sortira de l'ambiguïté, mais à notre détriment et à celui de l'Ukraine. On poursuit ce débat à l'aune de ce qu'a déclaré Emmanuel Macron, car le scénario d'envoi de ces troupes, même s'il n'est pas parfaitement clair, il se précise. Quel serait le mandat de cette coalition? Écoutons le chef de l'État. Le deuxième élément des garanties de sécurité, ce sont les forces de réassurance que nous pourrions déployer le jour d'après en Ukraine. Ces forces de réassurance, c'est l'objet de la proposition franco-britannique d'il y a plusieurs semaines, n'ont pas vocation à être des forces de maintien de la paix. J'ai répondu hier à l'un de vos collègues pour bien clarifier ce point. Elles n'ont pas vocation à être des forces présentes sur la ligne de contact. Elles n'ont pas vocation à être des forces qui se substituent aux armées ukrainiennes. Mais ce seraient des forces de quelques États membres présents, parce qu'il n'y a pas unanimité sur ce point. Certains États n'ont pas la capacité de le faire, d'autres le contexte politique qui le leur permet, ou l'accord, mais ce seraient des forces présentes dans certains endroits stratégiques préidentifiés avec les Ukrainiens, qui signeraient un soutien dans la durée, une réassurance des Européens et auraient un caractère de dissuasion à l'égard d'une potentielle agression russe. Allons plus loin à présent, carte à l'appui avec le général Yakovlev pour bien visualiser, comprendre concrètement ce qu'a annoncé Emmanuel Macron. Alors on rappelle la ligne de front qui part de Kherson, où les combats continuent, le Donbass où les combats sont les plus violents, en passant par Kharkiv et jusqu'à la frontière aux confins de la Biélorussie et de la Russie. Alors, dans l'idée de cette coalition, les troupes ukrainiennes seraient en première ligne. C'est très important. Ça veut dire, si on regarde sur la deuxième carte, vous voyez, ce sont les soldats ukrainiens qui seraient prédisposés, comme ils le sont actuellement, sur la ligne de front en cas de cessez-le-feu. Et en troisième position, en arrière-garde, la coalition menée par les Français et les Britanniques. Alors, je précise que ces villes, on a imaginé la position. Pour l'instant, il n'est pas certain qu'il y ait des troupes à Kryvyi ou à Dnipro. Mais le président a parlé de villes, d'endroits stratégiques. Donc, on imagine que Lviv, que Kiev, que surtout Kherson pourraient être concernés par... alors, pas Kherson, ça c'est le front, évidemment. C'est Kryvyi, donc on est à plusieurs kilomètres du front, pourrait être concernés concernant les zones où les troupes seraient envoyées. Donc, concrètement, général, comment tout ça pourrait s'articuler ? Alors concrètement, déjà, on a exclu le principe de la force d'interposition. Je le dis maintenant parce que très souvent on entend une force d'interposition. Non. C'est le modèle ONU au Liban, par exemple, entre les Israéliens et en gros le Hezbollah. Ça, non. Pour une raison simple, c'est que l'ONU n'a jamais réellement combattu. Au sens, les Russes ne croient pas que l'ONU se battra pour les arrêter si jamais ils recommencent. Donc personne ne veut, en tout cas, les Russes, je ne sais pas, mais l'Ukraine, non. Donc déjà, on a écarté le cas d'interposition. Alors après, le dispositif en arrière. La logique militaire, alors maintenant je ne suis pas à la place du chef d'état-major et je ne suis pas le conseiller du président. La logique militaire, si vous avez une force, c'est de la garder groupée, avoir une force de manœuvre, par exemple ici, capable d'aller là, d'aller là, d'aller là, d'aller là, une force de contre-attaque. Je veux dire par là, l'idée c'est, en cas de reprise des hostilités par les Russes, s'ils franchissent la frontière, la ligne de cessez-le-feu, on les contre-attaque. Donc, à titre personnel, je ne recommanderais pas d'écheniller les gens à gauche, à droite. Vous voyez ce que je veux dire ? On fait une masse de manœuvres quelque part, là, là, là ou là. Voilà. Maintenant, il y a une constante dans tous les plans en cas de présence militaire européenne dans l'Ukraine, c'est la bulle de défense
aérienne. Oui, parce que là, on a représenté les troupes au sol, mais il faudrait un appui aérien. Il faudrait déjà une bulle anti-aérienne et des avions. Alors les avions ne seraient pas forcément basés en Ukraine ou pas forcément tous basés en Ukraine, mais il y aura une certaine logique à ce qu'on mette des Rafales à Ouman, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, là, la notion on aurait des forces au sol, forcément, si vous opérez une base aérienne à Lviv, il y aura des commandos de l'air et des missiles, donc oui, il y aura des gens au sol. Vous voyez, ça ne sera pas forcément la masse de manœuvre. Donc ça, le premier point là-dessus, si c'est une force de réassurance, c'est une force, techniquement parlant, c'est une force de contre-attaque. Donc elle a accepté le principe de combattre, elle est là pour ça. Et voilà, c'est ce que font les Américains en Corée. En Corée du Sud, il y a 25 000 Américains. Sur la ligne de la DMZ, c'est les Coréens. Les Américains sont en dessous. Mais les Américains ne sont pas échenillés à travers toute la Corée. Ils ont un bloc central. Alors après, la coalition... On va y revenir, juste concernant la répartition des troupes sur le terrain. Moi, j'aurais tendance à dire... On regroupe. Si le président prend mes conseils, vous mettez une masse de manœuvre là, bref, à voir, à débattre. Justement. Commencez pas par répartir les gens à travers le paysage. Pour moi, c'est pas un bon plan. C'est votre conseil. Ça peut avoir un impact politique, mais voilà. Mais alors, écoutez ce que dit ce négociateur ukrainien, conseiller du président Zelensky, sur la répartition des troupes. Ce sont les Ukrainiens qui se trouveront sur la ligne de contact, mais le reste de la présence européenne devrait se faire sur la partie importante du territoire. Par exemple, la frontière avec la Biélorussie. Il s'agit d'une partie très importante du territoire qui doit être protégée. Alors, général, est-ce qu'on imagine des troupes postées à la frontière avec la Biélorussie? Ça, c'est une toute autre hypothèse. Ça fait 2 ans qu'elle circule. L'idée, les Ukrainiens en avaient parlé au début en disant, si vous voulez, laissez-nous faire la guerre là, mais au moins, si vous surveillez notre frontière, ça nous permettra de récupérer les unités que nous avons là pour les mettre là. Donc, ça leur redonnerait une capacité de manœuvre. C'est techniquement possible, c'est concevable, c'est pas complètement idiot. Maintenant, je ne suis pas à la place des chefs d'état-major des pays concernés. J'ai quand même un gros doute que ce soit la solution de leurs rêves. Après, ils feront ce qu'on leur dira de faire. Parce que ceux qui commandent, c'est ceux qui décident aussi où sont réparties les troupes. Moi, je suis français, donc le pouvoir politique, le président de la République, c'est lui qui décide. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux ne pas être d'accord, mais à l'arrivée, c'est lui qui décide. On poursuit ce débat général avec vous en plateau. Et encore une fois, j'insiste, pour l'instant, il n'y a pas d'accord de cessez-le-feu, mais on est en train de préciser un scénario d'envoi de troupes au sol, alors qu'il y a encore quelques mois, il n'en était pas question, Vincent. Oui, mais là encore une fois, Aurélien le rappelait à l'instant, il a été à un moment question d'une hypothétique force combattante. Donc de cette manière, il y a eu là-dessus régression en termes de degré de bellicisme. J'ajoute un autre élément. Il y a 48 heures, il y a eu ce qu'on appelle dans notre jargon un briefing off de l'Élysée, auquel des confrères et consoeurs de TF1 et LCI ont d'ailleurs participé. Vous savez, c'est en amont d'un sommet ou d'une visite officielle, des éléments de contexte qui sont livrés par des conseillers de l'Élysée. Et j'ai soumis une question très simple. Imaginons que, effectivement, ce déploiement, par exemple conformément au schéma que le général Yakovlev vient d'esquisser, soit établi. Bon, les forces russes enfoncent la ligne de front, avancent sur l'une des positions qui vient de dire. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le mandat? Quelle est la mission? Quelle est la riposte? Avec quels moyens? Quel risque prend-on? Est-ce qu'on recourt à la force aérienne, etc. Je n'ai pas obtenu de réponse. Parce que, précisément, on part du postulat que ce déploiement-là, s'il advient un jour, sera suffisamment dissuasif. Le général nous a dit que si on envoie des troupes, on part du principe qu'elles pourront combattre. On ne peut pas dire on envoie des troupes dans une zone aussi sensible et dire il n'y aura pas de blessés, il n'y aura pas de morts, il n'y aura pas de combat. C'est impossible. Je voudrais être certain que tous les participants à venir de ce déploiement, encore une fois, éventuel, campent sur la même position. J'observe que certains d'entre eux, me dit-on, sont plutôt pour l'hypothèse d'une force de réserve, même en dehors du territoire ukrainien. Par exemple, en Roumanie.
ou en Pologne. Bon, donc ça veut dire qu'il y a encore une fois, des incertitudes à lever, y compris là-dessus. Général, et après Magali. Ce qui est clair, c'est que s'il y a des troupes, parce que Vincent a tout à fait raison de dire on est dans l'hypothèse de l'hypothèse. S'il y a des troupes en Ukraine, c'est quand même pour faire quelque chose si les Russes reprennent la guerre, et que là-dessus, il n'y a pas de doute. Donc c'est pas une coalition des mous du genou, et vous voyez ce que je veux dire. C'est pas les mous du genou qui iront, c'est les pays qui seraient prêts à combattre. J'ai fait ça pendant 2 ans à Djibouti. Aujourd'hui, la France est prête à se battre pour Djibouti depuis l'indépendance de Djibouti, depuis 1977. On l'a toujours accepté. Donc, culturellement, pour les Français, c'est pas un grand choc. Alors maintenant, il y a un paquet de pays européens qui disent « Oh là là, je ne te suis pas dans cette aventure ». Ça renforcera l'aspect dissuasif de cette équipée sauvage, là, parce que si jamais on y va, c'est effectivement les war-fighting nations, comme on dit à l'OTAN. Voilà, donc... si vous êtes mou du genou, restez à la maison. C'est exactement ce que dit le conseiller de Volodymyr Zelensky. Si on envoie les troupes, c'est pour y aller vraiment. Écoutons-le. Mais il est possible que des troupes européennes soient engagées et tuées. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Il ne s'agit pas d'une question de possibilité, il s'agit d'une question de capacité. Encore une fois, nous n'avons pas besoin d'elles pour qu'elles fassent de la figuration. En même temps, nous n'avons pas besoin d'eux pour nous battre avec la Russie. Une fois de plus, je vous parle de la ligne de contact. Nous ne les envoyons pas à la ligne de contact, mais en théorie, chaque soldat doit être prêt à être impliqué dans un combat réel. C'est ce que les Ukrainiens font depuis 3 ans, voire plus. Si vous êtes un soldat, vous êtes prêt à participer au combat. Donc ça prouve la lourdeur d'une telle décision si elle est effective un jour. Et la question dont parle Vincent, elle a été posée hier à Emmanuel Macron, qui recevait pour le dîner Volodymyr Zelensky. En effet, que se passe-t-il si en effet les Russes cherchent à violer ce cessez-le-feu? Et il a dit non, il faudra se battre. La seule chose, c'est que voilà, se battre contre les Russes, c'est se battre contre une puissance nucléaire. Alors il est certain que tout de suite, ça donne un petit peu le vertige. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y a pas tant de volontaires que ça dans cette coalition. Justement, on peut regarder ensemble la carte des pays qui sont favorables à l'envoi de troupes. On les voit en bleu. Alors, encore une fois, pour ajouter à ce que disait Vincent, ils ne sont pas tous d'accord dans les pays favorables sur les modalités de l'envoi de troupes. Et ceux qui sont opposés, c'est niet. Juste, je voudrais vous signaler la déclaration de Giorgia Meloni, l'italienne, aujourd'hui, donc, qui était reçue évidemment à Paris, qui faisait partie de ce sommet. Elle a dit 2 choses. Elle a redit, pour l'Italie, jamais de troupes au sol en Ukraine. Ça, c'est hors de question. Et elle a dit, la prochaine fois qu'on organise un sommet, il faut inviter une délégation américaine. Parce qu'en fait, ce que disent les pays que l'on voit en rouge là, sur la carte, c'est... oui, mais il nous faut un filet de sécurité américain aussi. Cette question de quel est le rôle des États-Unis si, en effet, demain, les Russes réattaquent alors qu'un accord de paix avait été trouvé, cette question du rôle des Américains, elle est essentielle, notamment pour Giorgia Meloni. Mais elle procède aussi, me semble-t-il, d'une forme de déni de réalité. C'est-à-dire ces pays, pour des raisons historiques, qui tiennent par exemple à leur approvisionnement en armes, à la présence sur leur sol de troupes américaines, etc., ne veulent pas admettre que quelque chose de copernicien a changé de l'autre côté de l'Atlantique. Et qu'on ne peut pas miser sérieusement aujourd'hui sur une action décisive, résolue et dénuée d'ambiguïté de la part de Washington et de l'administration Trump. À l'heure où nous parlons, ni Washington ni Moscou ne sont d'accord sur le principe de l'envoi de troupes européennes, de troupes de pays de l'OTAN en Ukraine. Alors que faire si Poutine dit toujours non? Écoutez ce qu'a répondu le chef de l'État. Et l'armée ukrainienne et les forces de réassurance, aujourd'hui la Russie s'y oppose, puisque la Russie a toujours dit qu'elle ne voulait même pas d'armée ukrainienne. Donc je vous rassure, il n'y a pas d'accord de la Russie. Je vous rassure aussi, l'idée que nous nous faisons du droit international et que ce n'est pas la Russie qui va choisir ce qui se passe sur le territoire ukrainien. Alors, c'est une déclaration qui est un petit peu étonnante. Ce n'est pas la Russie qui décide, certes, mais c'est encore avec la Russie qu'on négocie. Donc on n'imagine pas Poutine refuser un cessez-le-feu avec l'envoi de troupes, et nous y aller quand même.
Je ne sais pas, je pose la question, Aurélien. Il y a déjà la question des garanties de sécurité qu'on donnerait à l'Ukraine, le cadre juridique dans lequel il y aurait des déploiements de troupes et même, par exemple, les règles d'engagement. Ça n'est pas à la Russie de les décider. Et si on veut être cohérent avec nous-mêmes, si on reprend quelque chose qui fait consensus, pour le coup, entre les chefs d'État des pays membres de l'OTAN, c'est l'idée que la Russie n'a pas à choisir qui rejoint l'Alliance et elle n'a pas à choisir la question des garanties de sécurité. Donc si on est cohérent politiquement, c'est la même chose pour l'envoi de troupes. Mais juste aussi une précision sur l'acceptabilité d'avoir des troupes combattantes en Ukraine, quelque chose qui est susceptible de faire un minimum de consensus chez les pays prêts à y aller, ce serait un scénario qu'on pourrait qualifier de scénario dit battle group. Pourquoi ? Les battle groups, ce sont ces forces très embryonnaires qu'on a, par exemple la France dans des pays comme les pays baltes, qui ne servent pas à avoir une vraie capacité de combat, mais davantage à dissuader par le fait que si vous avez des bombes qui tombent sur des soldats français, ces soldats français ne sont pas en mesure de stopper évidemment une agression russe dans un pays comme l'Estonie, où nous sommes positionnés. C'est juste la question de la prise de risque par la Russie. Donc à mon avis, quelque chose qui peut être un premier pas de notre côté, c'est d'avoir non pas des troupes dans l'idée d'avoir un volume de force pour se battre, nous, en Ukraine, mais d'avoir des troupes dans des villes ukrainiennes pour les prémunir de bombardements russes. Général. Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette vision, parce que, par exemple... Elle est très moulue, je vous l'accorde. Mettre des troupes, par exemple, à Lviv, histoire qu'elles prennent des missiles sur la gueule, c'est pas très, pour moi, c'est pas très productif militairement. Donc, clairement... De mon point de vue, si on met des forces en Ukraine, c'est la force de garantie, c'est la force de réassurance. Juridiquement parlant, il n'y a aucun problème. L'article 51 de la Charte des Nations Unies, l'Ukraine, qu'on sache, est encore une nation souveraine. Elle invite qui elle veut sur son sol. Elle n'a d'ailleurs pas invité les Russes. Voilà. Et quant à Giorgia Meloni qui dit qu'il faudrait inviter les Américains la prochaine fois... il y aurait, d'abord, il n'est pas exclu qu'on les ait invités et qu'ils aient préféré ne pas venir pour éviter de se salir les mains avec nous. Hein. Ensuite, vu l'ambiance à Washington ces derniers temps, si on veut éviter de casser l'ambiance, on évite d'inviter les Américains, puis ils sont tous au Groenland de toute façon. Et l'autre argument dur, c'est de dire, on les invitera quand ils nous inviteront à Riyad. Quand on fera partie de la discussion, on les invitera à notre discussion. Voilà, ça c'est une possibilité pour titiller. En tout cas, c'est une démonstration de force, en tout cas, avec cette photo de famille. On y revient toujours autour d'Emmanuel Macron à Paris, qui rassemble les pays qui osent défier la Russie. La France en première ligne, qui est prête à partager sa dissuasion nucléaire pour protéger des voisins en danger. C'est ce qu'avait annoncé le président au début du mois, rappelez-vous. J'ai décidé d'ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen. Quoi qu'il arrive, la décision a toujours été et restera entre les mains du président de la République, chef des armées. Alors, sur le thème de partager, on va y revenir parce que vous avez raison, Général Yakovlev, les mots ont un sens. Dans ce débat, je précise que Bruno Combi, polytechnicien, ingénieur en génie nucléaire, nous a rejoint. Bonsoir Bruno Combi, merci d'être avec nous. Et on a évidemment besoin de vos lumières pour que ce débat, évidemment, soit le plus précis possible. Mais avant de vous entendre, je me tourne vers vous, Jade. Quelles sont les options sur la table concernant ce parapluie nucléaire français qui pourrait protéger les Européens ? Alors, plusieurs pistes pourraient être envisagées pour en fait à la fois garder son autonomie stratégique tout en offrant des garanties de sécurité à nos alliés. Option 1, c'est la plus engageante, la France pourrait accepter que des bombardiers européens portent des armes nucléaires françaises. Ces armes, elles ne sont pour l'heure adaptées qu'au Rafale B, donc il faudrait effectivement faire certaines modifications sur les avions de combat de nos alliés pour qu'ils puissent accueillir ces armes françaises. On a bien réussi, me direz-vous, à équiper les avions de combat ukrainiens avec des Scalp. Donc, ce n'est pas du tout la même chose, hein, j'en conviens, mais c'est la preuve que l'adaptation est faisable. Cela implique également d'installer sur ces appareils un système de transmission ultra sécurisé pour recevoir l'ordre du président de la République de tirer. Quand je vous dis que c'est l'option la plus engageante, là, dans ce cas de figure-là, on dévoile très clairement une partie sensible de notre dissuasion nucléaire. Mais la France garderait malgré tout ici le contrôle de l'utilisation de l'arme. Option 2, liée à la première, la France pourrait positionner des armes nucléaires directement chez ses alliés. Elles sont actuellement gardées sur 3 bases françaises. Vous allez les voir, Saint-Dizier, Istres et Avord. Bientôt,
une quatrième annonce du président de la République mi-mars sur la base de Luxeuil-Saint-Sauveur. L'idée serait donc d'autoriser ses partenaires à stocker des armes nucléaires sur son territoire. Attention, ces armes doivent tout de même rester sous contrôle et surveillance française. Donc ça implique de trouver, ou en tout cas de construire des lieux de stockage stratégiques pour protéger ces armes et qu'elles soient aussi protégées par l'armée française. Option 3, proposer à nos alliés européens de participer aux exercices de raid nucléaire. Il y en a eu un mardi, on l'a présenté sur ce plateau. Pourquoi pas demander aux Eurofighters européens de se joindre aux exercices nucléaires de nos Rafale B pour justement les acculturer à la formation nucléaire. Reste l'option la plus simple à mettre en œuvre, faire patrouiller directement des bombardiers français aux frontières de l'Europe ou les entraîner à se déployer le plus rapidement possible sur les terrains européens menacés, en imaginant par exemple, je parle sous votre contrôle, mais de faire dormir directement nos bombardiers, nos Rafale B, sur les bases aériennes européennes, sur certaines bases aériennes européennes. Merci beaucoup Jade pour cette présentation très précise. Général, quelle est l'option la plus probable ? Aucune. C'est dit. Non, moi, du coup. Non, parce que, non, mais c'était très important de parler des options. Je sais bien, ce débat, elle est facile pour moi, parce que ça fait... Bon, bref. Le président, il a dit, il faut qu'on ouvre le débat. Donc, avant de parler du moindre aspect technique, déjà, il faut comprendre de quoi on parle. Oui, et le problème de tous nos alliés et amis européens, c'est que comme ils s'en sont toujours remis aux Américains, etc., ils ne comprennent rien au dialogue nucléaire. Ils ne comprennent pas. C'est un langage qu'ils ne comprennent pas. Donc, quand le président de la République dit il faut ouvrir, etc., c'est en fait, très honnêtement, c'est faire de l'éducation à la grammaire nucléaire pour les pays. Et après, on leur dit, et vous voyez ça comment ? Quel est le genre de garantie ? Et ce n'est pas une question technique. Alors maintenant, pour en revenir aux aspects techniques, point par point, mettre la bombe, la nôtre, sous un autre avion et tout, les Américains l'ont proposé en disant, si vous voulez, les Européens pourraient acheter du Rafale et on pourrait mettre la bombe américaine sous le Rafale. Il y a juste une petite question technique, c'est qu'il faut que vous nous donniez les codes sources de votre conduite de tir pour qu'on puisse... Parce que la bombe se parle. Elle parle à l'avion, en fait. Alors là, Dassault dit non, je ne vais quand même pas donner ma boîte noire aux Américains. Moins fou. Oui, c'est ça. Donc déjà, ça, non. Donc mettre notre bombe sous un avion américain consiste à ouvrir une partie de notre, entre guillemets, de notre secret aux Américains. Ça, il n'en est pas question. Et on sait que Dassault ne fait pas plus confiance aux Allemands, par exemple, qu'aux Américains. Non. Donc déjà, par principe, notre bombe ne sera jamais portée par un avion autre que français. Il y a aussi autre chose, c'est que nous, les Français, on y a toujours cru au nucléaire, opérationnellement. Oui. On est très bon, on sait faire. Et l'exercice poker, il a démontré à nos alliés que bien plus que nous sommes prêts. Pour nous, ce n'est pas du virtuel. Dans la chasse, le nucléaire, c'est très prestigieux en réalité, le nucléaire. Dans tout notre système militaire, nous avons une crédibilité technique et opérationnelle que très franchement, personne d'autre n'a en Europe sur le raid nucléaire. Alors maintenant, que des alliés nous aident dans une pénétration nucléaire, avec des Eurofighters, avec des avions de guerre électronique, avec du SIAD, etc. Ça, tout à fait. Donc c'est un strike massif. Il se trouve que le côté nucléaire reste français. Et maintenant, pour déployer des munitions sur un terrain, non. Le contrôle gouvernemental est exercé par des gendarmes. Donc on déploierait des gendarmes sur une base polonaise pour surveiller, rester assis sur nos têtes. Non, ça ne se fera jamais. En plus de ça, on ne va pas décoller là à portée du radar, puisque c'est un raid, il y a une notion de surprise, donc il vaut mieux partir d'un peu plus loin, de toute façon. Donc il n'y a aucune raison d'aller devant, y compris pour la bombe américaine, soit dit en passant. Et ils ne vont pas la mettre en Pologne. Et puis, en revanche, faire du signalement nucléaire, c'est-à-dire la manœuvre de pré-strike, y compris en allant baser des avions armés, vous voyez, c'est le signal d'avant au sens méfie-toi, on est peut-être en train de préparer un coup. Vous voyez, ça c'est techniquement possible, ça reste à notre main, c'est très flexible, on sait faire, on pourrait. Donc, j'étais un peu taquin. J'étais taquin, mais parce que ce sont des bonnes questions. Mais en fait, on ne doit pas se laisser enfermer par les Européens dans ce dialogue technique. Ça ressemblerait à quoi ? On en mettra combien d'avions ? Ça coûte combien votre truc ? Le dépôt, il faut combien de terre au-dessus des... Non.
c'est commençons par savoir de quoi nous parlons, en quoi notre puissance nucléaire contribue à votre sentiment de sécurité, en quoi il change la perspective pour les Russes. Et nous ne sommes pas les Américains. La dissuasion à la nucléaire à la française n'est pas la dissuasion américaine. Il n'est pas question de remplacer les Américains, etc. etc. Mais ils partent de loin, nos amis, parce qu'ils ont dormi pendant 30 ans et que le nucléaire, ils ne comprennent pas. C'est aussi simple que ça. Mais Bruno Combi, le nucléaire, il y comprend tout. Donc c'est pour ça qu'il est avec nous ce soir, pour poursuivre ce débat avec vous. Alors, on comprend bien que ce débat, il est autant politique que technique. Mais quel aurait l'intérêt que des armes françaises nucléaires soient déployées chez nos voisins européens ? Bonsoir Marie-Aline. En résumé, aucun. J'abonde et j'en rajoute une couche sur ce que vient de nous dire le général Yakovlev. C'est une secte. Ça part d'un bon sentiment au départ. La météo est un peu orageuse, il pleut, il y a des risques, donc on voudrait partager, bien sûr, avec nos amis. C'est généreux de partager, ça paraît une bonne idée comme ça. Mais le nucléaire, c'est quand même quelque chose de sérieux et de spécial. Ça ne se partage pas si simplement que ça. Il me paraît, en ce qui me concerne, urgent de prendre son temps. Donc le président de la République, qui a fait des déclarations sur cette notion de partage, puis il a assez vite précisé qu'il n'était évidemment pas question, et heureusement, de partager la décision ou le bouton nucléaire, mais de réaffirmer les intérêts vitaux, comme ça a été fait par à peu près tous les présidents successifs depuis que la France dispose de la bombe atomique. Donc les intérêts européens, oui, font partie de nos intérêts vitaux. C'est pas pour autant qu'on doit s'engager à quoi que ce soit à long terme. Donc les options 1 et 2, non, et double non. Par contre, l'option 3, qui consiste à faire des patrouilles, de faire des exercices, ça, pourquoi pas, oui. Bien entendu. D'ailleurs, il y a déjà des exercices qui se font en coopération avec d'autres pays ou dans le cadre de l'OTAN. Et ça me paraît tout à fait important. Et quand on a des amis, eh bien, c'est important d'exprimer son amitié, de temps en temps, de faire des choses ensemble pour maintenir ce lien amical. En revanche, engager de manière durable et profonde la dissuasion nucléaire sur le chemin d'un partage qui figerait les choses, en quelque sorte, sur la dissuasion future, ça, non, double non et triple non. Bruno Combi, je voudrais... Parce que le parapluie nucléaire français, déjà, il est dimensionné pour la France, il n'est pas dimensionné pour l'Europe. Ah bah justement. Donc, les 3 piliers du nucléaire, je vous le rappelle, sont la permanence, la suffisance et la souplesse. Et sur ces 3 piliers, si on partageait, il y en a 2 qui sont mis à mal, ou en tout cas diminués. C'est la suffisance, puisque les 300 ogives nucléaires que nous avons, elles ont été conçues pour être suffisantes pour la France, mais elles ne sont pas suffisantes si on veut couvrir tout le territoire européen. Mais justement, vous m'offrez une parfaite transition pour vous faire réagir, Bruno Combi, et ensuite le plateau, à ce que dit l'ancien président estonien dans les colonnes du Kyiv Independent. Il dit, même en combinant les capacités nucléaires britanniques et françaises, je ne pense pas que ce soit suffisant pour dissuader. L'important, selon lui, serait de disposer de ces armes dans des pays comme la Pologne, afin que leur livraison soit beaucoup plus réaliste et faisable. Et comme personne ne veut les utiliser, cela aurait un effet dissuasif bien plus fort. Bruno Combi, il a tort ? Il a tort. Oui et non. C'est-à-dire, s'il s'agit de faire un exercice pour montrer, faire un signalement, comme a dit le général, ça me paraît une bonne idée. S'il s'agit de prendre un engagement durable, comme quoi, pour toujours, on s'engagerait à défendre la Pologne ou telle chose, vous savez, les amitiés, ça peut changer avec le temps. Le partage, c'est beau, mais quand on se marie, ça mérite réflexion. Et le mariage nucléaire, c'est un mariage qui engage profondément. C'est même la souveraineté dont on parle beaucoup ces temps-ci. On parle de souveraineté agricole, de souveraineté alimentaire, de souveraineté militaire au sens classique, de souveraineté industrielle. Mais la souveraineté de la dissuasion nucléaire, c'est encore plus fort, encore plus important. Et à partir du moment où on partage, eh ben on dilue sa souveraineté. Et donc on dilue 2 des 3 piliers qui font la force de notre stratégie de dissuasion, qui sont la suffisance. C'est plus forcément suffisant parce qu'on n'a pas assez de tête, pas assez d'équipement. Et ensuite, ça joue aussi sur la souplesse, parce que la souplesse, et Aurélien tout à l'heure a parfaitement souligné l'importance du flou stratégique, de l'ambiguïté stratégique. Et si on dit, ben non, nos avions, on va les mettre là,
en Pologne ou dans un autre pays, en Allemagne, eh bien, on n'est plus dans le flou stratégique, on donne nos intentions, on dit où sont nos avions à nos ennemis, et je ne pense pas que ce soit forcément une bonne idée sur le plan stratégique. Il faut garder sa souplesse, sa suffisance. Alors, à moyen terme, on peut bien sûr augmenter le nombre de Rafales, augmenter le nombre de têtes nucléaires, c'est ce qui est prévu, préparer dans 15 ans, 20 ans, une Europe où il y aura une autorité politique capable de couvrir tout le territoire. Ça sera une bonne chose, mais ça va prendre 15-20 ans. On ne fait pas ça dans l'urgence, là, tout de suite, en quelques mois. Les scénarios de crise montrent que 20 à 30 Rafales en plus nous permettraient de tenir plus solidement sur les théâtres multiples, a rappelé Sébastien Lecornu. Oui, sur la suffisance. Là, il y a quand même quelque chose à dire. Le président Ilves, il est emblématique de l'ignorance de tous ces pays. Pour eux, ils voient dans le nucléaire, c'est comme le conventionnel, mais ça fait un beaucoup gros boom. Non, c'est d'une autre nature. Pour donner un exemple, le sous-marin nucléaire français, s'il tire tous ses missiles, à l'arrivée, il y a 300 Nagasaki. Un sous-marin nucléaire français, quand il a débité sa salve, c'est 300 Nagasaki. Alors, il faut arrêter de dire qu'on n'a pas beaucoup de têtes et que c'est... Vous voyez ce que je veux dire ? 300 Nagasaki, ça ne suffit pas pour comprendre un message. Vous voyez ce que je veux dire ? Il vous faut quoi en plus ? Donc, et notre porte-avions, on le voit là, c'est des images de porte-avions. Notre porte-avions, il a le missile nucléaire aussi. Le porte-avions est aussi une base de signalement. Donc, Ilves, ça montre... Ils ne comprennent rien au nucléaire. Donc, comme dit le président de la République, on va commencer par ouvrir le débat, on va en débattre. Après, quand vous aurez compris de quoi on parle, nous parlerons utilement de dissuasion nucléaire. Aurélien Duchesne. Oui, effectivement, la suffisance, elle ne s'évalue pas forcément en fonction du sanctuaire que vous avez à protéger, en l'occurrence le sanctuaire national français, mais des dégâts considérés comme inacceptables pour l'ennemi. Autrement dit, notre principe de stricte suffisance a été défini par le général de Gaulle quand il avait dit dans une conférence de presse à l'époque que nous aurions bientôt de quoi tuer 80 millions de Russes, c'était son langage, et que quand bien même les Russes, les Soviétiques à l'époque, avaient de quoi tuer 800 millions de Français, à supposer qu'il y en aurait 800 millions, peu importe qu'on ait 20 fois moins de têtes nucléaires qu'eux, on avait de quoi dissuader. Donc même si on dissuadait un sanctuaire qui serait élargi à l'Europe entière et pas simplement à l'échelle de la France, il n'y a pas forcément besoin d'augmenter le plafond des têtes nucléaires vu que l'adversaire reste le même. Mais il y a une dernière chose, et c'est là où on peut mutualiser les efforts avec les pays européens. Le général citait tout à l'heure la question du SEAD, par exemple. Le SEAD, c'est la destruction de défense aérienne adverse. Ça, c'est un domaine, par exemple, où la France, on a quelques retards, on n'a pas de capacité totalement souveraine et on est en train d'en développer une à l'horizon 2033, et bien c'est là, par exemple, où on peut garder, nous, la maîtrise pleine et entière de notre dissuasion nucléaire, mais à mutualiser avec les Polonais, les Baltes, les Allemands, sur, par exemple, la pénétration des défenses adverses. Ça, c'est plus intelligent. Mais Magali, le fait que ce débat soit posé, ça montre le degré d'inquiétude de nos voisins qui ne croient plus en l'OTAN, qui ne croient plus dans les États-Unis. Bien sûr, et je pense que la révolution la plus impressionnante, c'est celle de l'Allemagne, qui a toujours compté sur le parapluie américain depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et donc en effet ne s'est absolument pas intéressée au nucléaire. Elle comptait entièrement sur les États-Unis pour sa sécurité, et c'est vrai que le nouveau chancelier Merz, qui va arriver au pouvoir à Berlin, a fait des déclarations pendant la campagne en demandant justement ce parapluie français, parce qu'il sentait bien que du côté des États-Unis, en effet, il y avait cette incertitude qui est une menace considérable. Quand vous êtes des pays de l'Est, ou même l'Allemagne, que vous avez les Russes, et que vous avez ce changement d'alliance à Washington, vous vous retrouvez pris en étau. Et là, évidemment, il y a un moment de panique, et donc évidemment un retournement vers ceux qui ont le nucléaire en Europe, et donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup du parapluie nucléaire français. Non, l'Europe s'est assoupie à l'ombre du totem de ce fameux article 5 du traité de l'Atlantique Nord. Je crois utile de rappeler son libellé, notamment du fait du flou qu'il suggère. Une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre les parties, donc membres de l'Alliance, survenant en Europe ou en Amérique du Nord, sera considérée comme une attaque dirigée contre l'ensemble de ses membres. Très bien, ça c'est clair. Mais ensuite, l'Alliance prendra les mesures jugées nécessaires. Oui. Encore faut-il qu'il y ait consensus sur les mesures en question, et sur leur nature, etc., et sur leur ampleur. Et puis, deuxième petit rappel historique, savez-vous combien de fois l'article 5 a été invoqué ? Une. Depuis la période de l'après-guerre froide. Une seule fois.
au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, invoqués par les États-Unis pour le coup. Donc c'est vrai qu'on a totémisé cette protection comme si c'était une assurance vie non renégociable, perpétuelle, et c'est là aussi une piqûre de rappel un peu douloureuse et sans doute un peu tardive. Partons aux États-Unis, retrouver notre correspondante Léa Merlier. Bonsoir Léa. Ce débat, il est posé parce que, je le disais, les Européens craignent que les Américains ne jouent plus leur rôle de protection, que Donald Trump mette ses menaces à exécution. Mais est-ce qu'il serait vraiment prêt à retirer les armes nucléaires américaines postées en Europe ? Alors effectivement, Donald Trump a agité cette menace à plusieurs reprises. Il y a quelques jours encore, en interview, il affirmait que l'OTAN était certes une alliance solide, mais elle n'était rien sans les États-Unis. Il s'est même félicité en expliquant que si les Européens réinvestissent en ce moment dans leur défense, c'est un peu grâce aux Américains. Je le rappelle tout de même, le déploiement des forces américaines en Europe, c'est 80 000 militaires, 200 000 supplémentaires qui peuvent être déployés si besoin, près de 180 bombes qui sont réparties dans plusieurs pays, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique ou encore les Pays-Bas. Alors Donald Trump, certes, ajoute cette menace. Marco Rubio, le secrétaire d'État, lui, a voulu pour l'instant tempérer et explique que ce n'est pas d'actualité. Un retrait des forces américaines n'est pas encore d'actualité. Et on lisait dans la presse des analyses assez intéressantes de référents américains qui expliquaient qu'en fait, ce n'est même pas si simple puisque des systèmes américains sont assez interdépendants des systèmes européens. Et par exemple, ces systèmes américains nécessitent des mises à jour de logiciels qui nécessitent des données européennes. Et si d'un seul coup on arrêtait de collaborer, ça couperait l'accès à ces données et ça les rendrait inutilisables. Merci beaucoup Léa Merlier avec Mathieu Derrien en direct des États-Unis. Vous vouliez réagir Aurélien ? Oui, un complément à ce qui a été dit sur l'article 5. Il y a un article qui couvre les États membres de l'Union européenne qui est beaucoup plus efficace, ne serait-ce que dans sa formulation, que l'article 5 de l'OTAN. C'est l'article 47.2 du traité sur l'Union européenne. Ça veut dire que tous les pays membres de l'Union européenne sont aussi membres dans les faits d'une alliance militaire et qui, d'ailleurs demain, si l'Ukraine rejoint l'UE, sa couverture en matière de dissuasion par un traité qui la relie à nous est limite plus dissuasive qu'avec la mérite de Trump. Voilà pourquoi Poutine ne veut pas d'intégration ni dans l'OTAN ni dans l'Union européenne. Merci d'avoir participé à ce grand dossier.